Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant, un simple document administratif perdu à l'étranger qui pourrait mettre en péril un compte en banque en Israël. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce risque, un risque souvent méconnu qui pèse sur de nombreux expatriés avec des conséquences bien plus lourdes qu'on ne pourrait le croire. La question peut paraître un peu extrême, c'est vrai. Mais la réponse, elle, est assez alarmante. Eh bien oui, un simple bout de plastique, une carte d'identité, peut déclencher une véritable réaction en chaîne qui mène tout droit à la banque. Voyons un peu comment c'est possible. Alors, tout commence par une situation qui, honnêtement, pourrait arriver à n'importe qui. On perd, c'est pas qui. Mais dans le cas qui nous intéresse, le refus de l'administration a été le véritable point de départ de toute cette histoire. On a donc ce citoyen israélien qui vit en Norvège. Un jour, pas de chance, il perd sa carte d'identité, sa Teudat Zehut. Le réflexe normal, c'est quoi? C'est de faire une demande de remplacement. Une démarche qui semble toute simple, logique. Sauf que là, surprise, la réponse des autorités israéliennes, c'est non. Un refus net et sans appel. Et la question, évidemment, c'est pourquoi. Pour comprendre ce refus, il faut se pencher sur un principe juridique très précis. C'est une décision de la Cour suprême israélienne qui en fait change complètement la donne pour les expatriés. Ce concept, c'est vraiment la clé de tout. On l'appelle le centre de vie. L'idée, c'est que le droit à une carte d'identité, eh bien, ce n'est pas automatique. C'est conditionné par le lien réel, actuel, que la personne a avec Israël. Et ce lien, il repose sur deux critères très précis. Et voilà la règle, noir sur blanc. Pour avoir droit à sa carte, il y a deux possibilités. Soit, premièrement, on est résident israélien et on est physiquement en Israël au moment de la demande. Soit, deuxième cas de figure, on est israélien et on peut prouver que notre centre de vie est bien en Israël. Pour la personne qui vient en Norvège, vous l'aurez compris, aucune de ces deux conditions n'est remplie. Voilà donc la conclusion juridique. Pas de centre de vie en Israël, pas de nouvelle carte d'identité. Point final. Mais si l'histoire s'arrêtait là, ce ne serait qu'un inconvénient administratif. Un peu pénible certes, mais pas dramatique. Le truc, c'est que le véritable enjeu, il est ailleurs. Et il est financier. On arrive maintenant au cœur du problème. C'est ici qu'on va voir comment cette règle administrative se connecte à un système bien plus sensible, le système bancaire. Le problème, en fait, il ne vient pas directement de l'État, mais des obligations des banques. À cause d'accords internationaux qui visent à lutter contre l'évasion fiscale, des noms un peu techniques comme FATCA ou CRS, les banques israéliennes ont des comptes à rendre aux administrations fiscales des autres pays. Et là, on voit parfaitement l'effet domino. Le refus de la carte d'identité, c'est la première pièce qui tombe. Juste après, la banque, qui doit se conformer à la loi, demande des documents à jour. Comme son client ne peut pas lui en fournir, elle commence à se poser des questions. Son statut fiscal est remis en cause. Et bam, quatrième domino. Ça peut déclencher l'échange automatique d'informations avec le pays où vit la personne. Ça nous amène à une réalité assez nouvelle. Les banques ne sont plus de simples dépositaires de fonds. Elles sont, en quelque sorte, devenues des agents de contrôle pour le compte des administrations fiscales du monde entier. Ce qui est vraiment parlant ici, c'est ce changement radical de perspective. Avec une pièce d'identité israélienne valide, pour la banque, tout est simple. La personne est présumée être résidente fiscale israélienne. Le statut est clair. Mais sans ce document, l'hypothèse par défaut s'inverse complètement. Le client devient un potentiel résident fiscal étranger. Et là, son statut passe en cours d'examen. La petite lumière rouge s'allume chez le banquier. La suite est donc logique. Face à cette incertitude, la banque ne peut pas rester passive. Elle va contacter son client et, en gros, lui demander de clarifier sa situation. Elle a besoin d'une preuve officielle de sa résidence fiscale. Et si le client ne peut pas ou ne veut pas fournir ces informations, les conséquences peuvent être graves. Ça va du signalement automatique, qui peut déjà avoir de sérieuses implications fiscales, jusqu'à des mesures bien plus sévères. On parle de rapport aux autorités de lutte contre le blanchiment et même, dans le pire des cas, du gel pur et simple du compte et de tout ce qu'il y a dessus. Alors face à de tels risques, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Voilà le message central. Tout est lié. Le statut légal de résidence en Israël, ce n'est pas juste une formalité. Il conditionne l'accès aux documents d'identité, qui sont eux-mêmes la clé pour maintenir une relation saine avec sa banque et éviter de grosses complications. C'est un véritable enchaînement. En fin de compte, le vrai sujet, c'est ça. Le risque, ce n'est pas tant de perdre son compte, mais plutôt de perdre le contrôle sur la confidentialité de ses informations financières. L'absence de documents à jour, ça déclenche un processus où les infos circulent automatiquement entre les pays. La question finale est donc simple, et elle invite à la réflexion. Son statut officiel en Israël est-il vraiment à jour? Car comme on vient de le voir, au-delà des habitudes, une simple négligence administrative peut avoir des conséquences financières très concrètes. C'est un bon rappel de l'importance de s'assurer que sa situation administrative reflète bien sa situation de vie réelle. Merci d'avoir suivi cette analyse.